Oui, bonjour Bertrand, Bonjour Patrick. merci d'être là. Bonjour à tous, bienvenue effectivement pour ce 21e séminaire. Alors Bertrand, est-il encore besoin de le présenter tellement il est connu? Il a fondé et il anime un groupe qui s'appelle InnoCherche et comme son nom l'indique, InnoCherche, ça cherche quoi? Ça cherche à découvrir les tendances fortes que notre monde va prendre en compte pour évoluer. Et en bon observateur de la technologie, de la société, Bertrand nous a concocté une présentation autour de ce que l'année 2020 nous a apporté. Et donc, sans plus attendre, et grâce à la technologie qui est notamment apparue pendant cette période 2020, je parle de Zoom, nous allons le rejoindre et lui laisser la parole. À toi, Bertrand. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran là? C'est bon? Oui? C'est bon, Patrick? Pas encore. Pas encore. C'est toi qui pilotes l'écran? Non. C'est moi qui pilote l'écran, mais le partage d'écran, c'est Bertrand. Alors, est-ce que tu as partagé ton écran? Ouais. Attends. Tu as le repartage d'écran ou pas encore? Attends, je regarde. Écran partagé. Non, il n'y a pas d'écran partage. Ah voilà, c'est bon, je remets là. Partager. Voilà. C'est bon là? Nickel. Superbe, bravo. Ouais, c'est bon, on débranche. Merci Patrick, merci Jean-Christophe. Ravi d'être avec vous, même si c'est en distanciel. Ce que je vais essayer de faire en 20 minutes, puis on aura 10 minutes de questions-réponses, c'est de vous faire un peu une synthèse de notre veille dans cette année 2020 qui a été très riche, pour en dégager les signes d'espérance. Donc, on est au moment des vœux, donc on va se focaliser là-dessus. Donc, un petit peu sur la technologie, mais surtout sur l'évolution des usages. Et c'est ça qui y a d'important, hein, vous le savez. La technologie, c'est 1%, les usages, c'est 99%. Voilà. Donc, vous avez entendu ce thème très souvent maintenant, c'est que en 3 mois de confinement, on a fait plus que 5 ans ou 10 ans de change management. Alors, on va passer en vue d'abord, voir si on a un diagnostic partagé. Vous savez, toujours la première étape dans une dimension de transformation, c'est de s'assurer qu'on a un diagnostic partagé, notamment au niveau d'un COMEX. Alors, la crise, quelle crise? Il y en a qui disent, mais attendez, où ça la crise? En U, en V, en W? Alors, la meilleure image, c'est en K. Un K, ça veut dire il y a la première barre où tout le monde s'arrête, confinement pendant 2 mois, 3 mois, voilà. C'est pas réservé à Carlos Ghosn, on a tous été confinés chez nous, on n'a rien fait de mal, et voilà, confinés. Et puis après, ça redémarre. Alors, il y en a qui font du moins 30% et ils se trouvent très mal, alors qu'ils étaient dans toute leur gloire. Donc, vous pensez à toutes les activités de tourisme, etc. Et puis, il y en a qui sont à plus 30%, plus 50%. Et bien sûr, il y a tous les acteurs du digital. Alors, c'est juste une accélération vers une nouvelle ère. Donc, voilà, en 2 mois de confinement, on fait plus en 3 ans ou en 5 ans de change management. Et surtout, je dirais, parce que l'observation des DG a changé. Ils ont compris qu'on pouvait faire énormément de choses en télétravail et on va y revenir. Alors, c'est aussi assez affolant. Alors, il y a des côtés positifs, hein. Par exemple, il y a des secteurs qui étaient arc-boutés contre le digital, notamment comme la santé, où ils voyaient qu'une menace avec l'intelligence artificielle qui allait prendre leur job. Et ils sont aperçus que finalement, c'était pas mal pour désencombrer les urgences, pour faire de la téléconsultation. Donc, les chiffres sont énormes en France, chez Doctolib. En Angleterre, ils sont passés de 15% de téléconsultation à 100%. Voilà, pendant la période Covid, il n'y avait que de la téléconsultation. Donc, tout ça est très positif. Il y a des trucs moins positifs, c'est que bonne mère, ça vient aider les GAFA comme s'ils en avaient besoin, comme si j'étais pas déjà trop puissant. Donc, tout ça, c'est des grosses inquiétudes. Mais, comme je vous l'ai dit, on va rester sur les signes d'espérance. Donc, on a sorti assez vite des méga trends pour nous aider à bien décoder
ce qui se passe après un confinement. Donc, il y en a 4 au niveau société. Il y a détox. Donc, les docteurs vous le diront, les cures de désintoxication, c'est 40 jours minimum. Nous, on a le droit à 2 mois, puis on a eu des prolongations et on va peut-être repartir dans des prolongations. Le nouveau trend, c'est résilience versus profit. Donc, il y a 1 an, je vous rappelle, tous les business managers, ils étaient censés optimiser le profit à la 2e mal. Et maintenant, on leur dit, mais non, mon cher ami, ce qui est important, c'est la résilience. Ah bon, d'accord. Donc, on commence à penser résilience avant profit, ce qui n'est pas idiot. Le 3e méga trend, c'est, oui, il faut travailler en scénario. Donc, ce n'est pas avoir une boule de cristal et savoir ce qui va se passer demain. C'est d'avoir des scénarios 6, 7, 8. Et sur chaque scénario, un plan d'action qu'on a validé en avance pour pouvoir les déclencher. Donc, au niveau des sociétés, ça se voit un petit peu. Au niveau des pays, ça s'est vu énormément, notamment comment la Corée a géré la crise, comment Taïwan a géré la crise, comment le Japon a géré la crise. Et nous, Européens, qui n'avions pas connu de crise sanitaire, comment nous l'avons géré par contraste. Et le 4e méga-trend, c'est les diktats liberticides. Et là, on n'a pas eu trop le débat en France. On nous a plongé dans un diktat liberticide qui était confinement. Voilà, tu es prisonnier chez toi. Et on n'a pas eu le choix entre confinement et contact tracking, par exemple. Parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas les gouvernances en termes de tiers de confiance, etc. Et puis, il y a 4 mégatrends qui vous touchent tous au niveau du télétravail. Donc, télétravail et des nouvelles cybervulnérabilités. Donc, les statistiques sont assez affolantes. Hein. On fait du plus 70%. Donc, télétravail et nouveaux liens sociaux. Et là, un paradoxe sur lequel vous devez être attentif, c'est que finalement, c'est peut-être les jeunes les plus digital natives qui sont les plus vulnérables parce que, en fait, très à l'aise sur les outils digitaux, quand on leur prive de leur seul, pour certains, leur seul lien social qui était le bureau, ben, ils se retrouvent sans aucun lien social. Et donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Décidé par les valeurs, c'est sûr que quand tout le monde fait du télétravail, c'est pas le chef qui va vérifier tout, donc on rentre très vite dans la subsidiarité. Et puis ensuite, les nouvelles clés de la motivation, je dirais qu'elles ne sont pas nouvelles, les clés. Hein. Il y a toujours les 4 prérequis de la motivation que vous connaissez bien, qui sont le sens, la compétence, l'autonomie et pas de sentiment d'injustice. Eh bien, je vous promets que sortir d'une période de confinement, il faut regarder ça de très, très près. Alors, on revient à ce confinement. Finalement, c'est simple. Qu'est-ce que c'est qu'un confinement? C'est une absence de mobilité. On est d'accord? Donc, on est tous comme Carlos Ghosn, coincés dans notre appart, dans notre maison. Et si on sort, il y a la police qui nous court après si on n'a pas le petit bout de papier qui va bien. Donc, ça, c'était mars-avril. Bon, ensuite, ça s'est un peu allégé, mais ce n'est pas très clair. Mais on est confinés plus ou moins. Et là, on réalise une chose extraordinaire. Aux mobilités, combien tu as façonné nos vies. Et ça, c'est très important de comprendre ça, surtout quand on va devoir reconstruire une nouvelle économie. Alors, regardons pourquoi cette mobilité à outrance, comment on en est arrivé là. Eh bien, c'est 2 siècles d'économie linéaire. Alors, je vais faire de la vulgarisation. J'espère que ce n'est pas café du commerce. Mais grosso modo, regardons un besoin vital comme se vêtir. En 1830, nos arrière-arrière-grand-mères ont tissé au coin du feu des pelotes de laine cousées et faisaient les 2, 3, 4 chemises dont on avait besoin dans la famille. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on avait une chemise pour l'été, une chemise pour l'hiver. Et puis, il y a eu la révolution industrielle, la machine à vapeur. On a mis des moteurs machines à vapeur derrière ces métiers à tisser. Et là, wow, les rendements ont explosé, ce qui fait qu'on a produit des tas et des tas de chemises qui ne pouvaient plus s'écouler dans le cadre de la famille ou du petit marché local. Et on a été chercher des marchés de plus en plus loin jusqu'à aller à l'autre bout du monde. Et dans le même temps, un peu plus tard, on a dit, mais ces usines, elles polluent quand même un peu, on va les sortir des villes. Donc, ce qui était quai de Javel à Paris, on l'a mis à Poissy, puis Poissy, on l'a mis à Marrakech, on l'a mis en Roumanie, puis on l'a mis en Chine. Voilà, donc on pousse vers une économie linéaire, où on pousse la matière devant soi,
et notamment on pousse tous les effets collatéraux devant soi. D'accord? Tant et si bien que des boîtes se retrouvent à faire travailler des métiers à tisser au Bangladesh dans des usines qui s'effondrent parce qu'elles sont vétustes. Patatras, donc vous avez suivi ça. Et c'est assez dramatique parce que toutes les marques ont été prises la main dans le sac. Et donc, dans cette économie globale, et je vous dis justement ça, c'est que, par exemple, Auchan est en procès. Le juge a estimé que la plainte d'une association était justifiée. Une association a porté plainte contre Auchan en disant vous trompez votre citoyen consommateur en lui disant que vous ne faites pas de child labor, de travail inhumain, etc. Et vous avez été pris la main dans le sac au Bangladesh. On a retrouvé des logos de chemises Auchan. Et donc, voilà, vous avez menti. Je vous rappelle qu'il y a eu le même débat avec ISRO, la troisième piste de décollage que le gouvernement Boris Johnson avait approuvé. Et une petite association a dit non, non, vous, le gouvernement anglais, vous ne pouvez pas à la fois signer la COP 21 et continuer à faire des pistes de décollage, etc. Bon, alors c'est encore en cours. Mais voilà cette économie linéaire dans laquelle on a vécu depuis 2 siècles. Mais c'est uniquement 2 siècles. Je rappelle que notre civilisation qui a 25 000 ans, ben pendant 24 800 ans, entre guillemets, on était complètement en économie circulaire. Donc, il y a ce thème du retour vers l'économie circulaire. Alors, on a un think tank qui regarde ça. Alors, quand on commence à découper toutes les étapes où on pense à améliorer la conception, améliorer la réparation, la collecte, le recyclage, on n'y arrive pas, on est toujours à mettre un peu du sparadrap sur une jambe de bois. Hein, c'est un peu comme le débat sur le réchauffement climatique. Tant qu'on nous disait c'est la fin du siècle, c'est la fin du siècle, bon, il n'y avait pas vraiment urgence. Et puis tout d'un coup, on dit non, non, c'est la décennie de la dernière chance, parce que vous avez vu, c'est l'année la plus chaude, etc., etc. Là, on commence à bouger. Eh bien, finalement, on est en train de se dire que sur ce débat économie circulaire, et on rajoute le débat sur le réchauffement climatique, on a cette inquiétude de se dire, oh là là, mais réchauffement plus épuisement des ressources, c'est la décroissance. Donc, Jean-Marc Jancovici, qui est très écouté en ce moment et qui a des très bons arguments. Donc, c'est la fin de la société de consommation. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on est condamné à la décroissance? Et finalement, une autre façon de voir les choses, c'est de dire non, rappelez-vous, c'est peut-être tout simplement la fin de la société du jetable. Okay, je vous rappelle simplement, donc moi qui ai des cheveux gris ou plutôt une absence de cheveux, je me rappelle que fin des années 60, quand j'allais à la campagne chez mon oncle dans le Berry, il était maire de son village et un jour, il revient à déjeuner, il dit merde, je vais devoir organiser une collecte des ordures. Donc voilà, dans les années 60, dans la France profonde, il n'y avait pas de collecte d'ordures. Donc on était dans une économie nettement plus circulaire, où on recyclait tout. Alors, c'est vrai qu'on avait le droit de faire des grands feux pour brûler le début des emballages ou les restes, mais il y avait beaucoup moins d'emballages, on gardait tout et on ne mettait pas tout à la décharge. Donc voilà, donc c'est une économie on a su faire. Et maintenant, quand on regarde notamment les nouvelles technologies qui sont là, que ce soit impression 3D, que ce soit toutes les technologies qui permettent de fabriquer en local, cette histoire de retour à l'économie circulaire, c'est peut-être une très bonne piste à explorer. Alors, regardons en matière de détox. Donc, vous avez compris, confinement égale absence de mobilité. Donc, on s'est désintoxiqué de la mobilité. Et voyons, c'est un sujet qu'on connaît bien. Et peut-être que ce confinement va aider à passer à la nouvelle ère de la mobilité, qui est une ère où on abandonne la voiture individuelle. Alors, on a longuement regardé ça depuis une dizaine d'années, notamment au CES, où la voiture sans chauffeur, le driverless, était présenté comme un gadget pour nantis, avec cette super Mercedes qui était considérée comme le salon roulant. Voilà, pour 400 000 €, je te donne un nouveau salon dans ton 70 mètres carrés à Paris, c'est génial, et il est roulant, etc. Et ça, c'était une vision un peu trompée.
on croit beaucoup plus à mobilité pour tous. Donc, je vous remontre cette petite vidéo qui est très simple, hein, qui explique bien le concept. Voilà, donc vous rentrez dans une voiture où il y a 7 places, ça roule tout seul, ça se connecte, les portes s'ouvrent. On vous dit, ceux qui veulent aller directement à la Défense, vous passez devant, les autres, vous restez derrière. Et voilà, en 10 minutes, vous arrivez à la Défense. Donc, c'est une espèce de tram urbain autonome, mais sans infrastructure. Je vous rappelle que le coût de l'infrastructure, c'est 90% d'un projet d'un tram. Vous voyez, c'est simple. Voilà, ça, c'est facile à faire, c'est facile. Alors, ce qu'il y a de plus difficile, et ce qu'on suit, c'est ça. C'est la transition. C'est dans le trafic de Tel Aviv, Mobileye, vous voyez la petite voiture blanche qui va forcer gentiment son passage. Vous voyez, donc ça, c'est la technologie d'aujourd'hui, ça marche, ou c'est la technologie de l'année dernière. Donc, on peut espérer arriver à ça assez rapidement. Donc, mobilité pour tous, une telle transition en 10 ans. Voilà, juste un petit rappel historique. Paris 1912, 1 million de chevaux avec du crottin, de la pisse, de la pollution. Paris 1922, waouh, on avait gagné la pollution. On a remplacé ça par l'automobile. Vous voyez, 10 ans, ça va vite. Donc, il faut voir maintenant comment cet aspect confinement va accélérer les choses. Alors, il y a un nouveau trend très fort ou une rupture. C'est la fin du trend d'hyperurbanisation. Je ne sais pas si vous alliez dans les conférences avant, moi j'en sais pas mal. Dès que vous parliez à un urbaniste, vous aviez cette pensée unique et de dire non, la seule façon de développer durablement la planète à 8-10 milliards d'habitants, l'asymptote, elle est, je vous rappelle, à 9 et quelques, c'est de faire des grandes villes, des mégavilles, 70% d'urbanisation, il faut y aller, voilà. Donc les mégavilles. Et puis là, patatras, alors on va voir le patatras. Le patatras, il vient à 2 niveaux. Il vient sur le niveau, le bureau est obsolète, mais il vient aussi sur la ville n'est pas résiliente. Alors, le bureau est obsolète depuis pas mal d'années et personne ne nous l'avait dit. Donc, revenons à nos arrière-arrière-grands-pères au 19e siècle. Pourquoi on a créé des bureaux, finalement? Ça, c'est une invention extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait contrôler les ouvriers, on voulait faire de la formation, on voulait discuter, on faisait des process, du classement de papier avec des workflows. Et puis, petit à petit, c'était devenu un deuxième lieu de vie. Hein. On y passait un bon bout de temps. Le bureau du patron, il était super chouette avec des canapés, des fleurs, les images de famille, etc. Et puis, la technologie, en 1930, le téléphone se généralise, donc les discussions, on peut les avoir en distance. Puis surtout, fin du XXe siècle, ça y est, le monde du digital, et on peut faire du classement, on peut faire des process, on peut faire de la formation, on peut faire du contrôle de tâches. Voilà, donc on peut tout faire. Donc il reste, entre guillemets, le deuxième lieu de vie, le lien social, etc., etc. Alors, on avait quand même des signes avant-coureurs, notamment métro, boulot, dodo, ce n'était pas très positif en termes de deuxième lieu de vie. Et puis, fin des années 90, vous vous rappelez, là, les premiers séminaires. On allait faire des séminaires au vert, parce qu'au bureau, c'était infernal, on était dans la réunionite et on ne pouvait rien faire, donc on partait 2 jours, 3 jours au vert, et là, on pouvait vraiment travailler, etc., etc. Et puis, il y a eu l'enfer de l'open space. Donc, très bien, au nom de la collaboration, on a serré tout le monde, on a supprimé les cloisons, donc c'était assez infernal. Et vous rajoutez une couche là-dessus en disant maintenant tu reviens au bureau, mais en plus de tes oreillettes là qui t'isolent du bruit ambiant, tu vas mettre un masque. Et là, ils disent non, mais c'est Kafka, votre truc, c'est plus possible. Donc voilà, le bureau était obsolète et personne ne nous l'avait dit. Alors, bureau obsolète, est-ce que la ville devient obsolète? Donc on l'a vu, la ville, elle a bougé dans le temps. Donc les ateliers, les usines, on les a sortis des villes. Donc, rester dans les villes, les bureaux, puis les gens qui faisaient du petit commerce et les gens qui habitaient dans la ville. Et puis, il y avait un autre domaine. Là, on regarde souvent chez nos recherches les 12 besoins vitaux, donc vous les avez listés là. On ne les a pas mis en pyramide comme Maslow en disant qu'il y a des trucs plus importants que d'autres. Non, on essaie de ne pas jouer ça. Mais on regarde tous les besoins vitaux. Et dans les besoins vitaux, il y a garder la santé.
Et là, il y a une onde de choc qui est parfaitement datée. C'est gouverneur Cuomo, gouverneur de New York, qui dit à sa population, bon, moi les gars, en mars, on y a droit, ça arrive, mais vous inquiétez pas, la ville a le meilleur système de santé de la planète, c'est connu, et parmi les villes, New York est la plus grande des villes, donc on va surmonter l'épreuve, vous inquiétez pas. Et patatras, un mois plus tard, à New York, on est à 1000 morts par jour. Donc, énorme claque. Non, la ville n'est pas un système résilient au niveau santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie ça au sein du think tank Smart City. Ça ne veut pas dire que la ville est morte, etc. Mais ça veut dire qu'elle doit sacrément se réinventer pour savoir comment elle répond à ses 12 besoins vitaux. Vous avez tous suivi là, les exemples qu'on voit tous les soirs à la télé de ces couples qui en ont marre, qui partent soit à Montélimar, soit à Carcassonne, soit toutes ces villes qui font de la promotion dans le métro pour dire vous vivrez beaucoup mieux chez moi. Donc voilà une réinvention de la ville. Donc on a chassé les usines. Le bureau ne devient plus obligatoire. Donc qu'est-ce qui reste aux villes? C'est une bonne question, il faudra y répondre. Alors, on est tous d'accord, ce confinement a accéléré la digitalisation. Donc, je vous rappelle les chiffres, c'est avant le confinement, en France, 5% des salariés déclaraient faire un jour de télétravail au moins par semaine, uniquement 5%. En Angleterre, ils étaient à 9%. Et là, les règles, c'est que pendant le confinement, un tiers des salariés pouvaient travailler à distance, plus ou moins bien. Et là, vous lisez comme moi les journaux. Maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui disent, bon, éventuellement, le mode normal, c'est plutôt le mode télétravail que le mode bureau, etc., etc. Donc, vous voyez que si on part de 5% de la population à 20-30% qui vont faire du télétravail au moins une fois par semaine, ça fait quand même des sacrés bousculements. Et surtout, tout le monde reconnaît que le travail à distance force à partager beaucoup plus l'information, force à capturer la data, donc plus de data, plus d'intelligence artificielle. Et là, énorme souci, besoin d'un tiers de confiance fort. Alors, on a vécu le feuilleton du Brexit et on a compris un principe d'architecture système. L'architecture système, vous en faites tous comme M. Jourdain, c'est la façon de gérer la complexité. Et il y a un principe d'architecture système qui dit que toute liberté s'exerce dans un cadre. Voilà, donc il y a des lois du marché et c'est le gouvernement qui doit fixer les lois de marché. Et donc, dans le cadre de l'Europe, il y avait 28 pays qui avaient fixé les lois de marché. Et puis, il y a l'Angleterre qui veut sortir. Et puis, il y a un cadre qui va bouger. Et puis, les Anglais ont compris que si on veut rester dans le marché, faut obéir à certaines lois. Et donc, ça a duré longtemps, mais ils sont arrivés donc avec un compromis qui est ce qu'il est. Mais si vous lisez attentivement, ce n'est pas vraiment résolu, notamment au niveau des services. Et ils vont se trouver dans un système comme la Suisse, où ils sont à la merci d'un diktat de Bruxelles en disant non, non, vous ne pouvez plus fournir vos services depuis Londres, vous devez avoir des établissements en Europe, etc. etc. Donc, toute liberté s'exerce dans un cadre. Donc, c'est important comme concept. Il faut vraiment le garder. Et qui fixe ce cadre? C'est l'État régalien. Donc, on a vu avec la crise de 2008 que le néolibéralisme, en disant non, non, à la Greenspan, mettons un cadre énorme et abolissons toutes les règles, ça ne marche pas, c'est dangereux. Donc, il faut un cadre. Donc, tout le débat, c'est on le fait petit ou grand, ce cadre. Voilà, ça, c'est un bon débat. Mais il faut un tiers de confiance. Donc, le tiers de confiance, soit on abandonne et on dit c'est les GAFAM, et puis ils ont mes mots de passe, ils connaissent mes usages, c'est lui qui va me suggérer ce que je dois faire, pour qui je dois voter, etc., etc. Soit on dit non, c'est pas possible, on va remettre les GAFAM là où ils doivent être, et on va demander à l'État d'être tiers de confiance. Alors, je vous rappelle, on va souvent en Estonie, donc si on prend ce méga trend, les dictats liberticides, l'Estonie, c'est un excellent exemple et c'est toujours bien de copier sur plus petit que soi.
Donc, je vous rappelle, c'est placé là-haut, là, dans les pays baltes. 1,4 million d'habitants sur un territoire grand comme la Belgique. Je vous rappelle, la Belgique, ils ont 8 millions d'habitants. Libérés de l'URSS en 1990. Et donc, ils doivent tout reconstruire. Et en 2000, ils construisent un État digital. Et là, quand ils ont dû lancer l'application Contact Tracking, pour eux, il n'y a pas eu de débat parce que vous avez un État digital qui a de confiance, donc ils ont pu le faire. Et quand on regarde sur les autres aspects, l'Estonie, ils ont construit leur monde digital sur deux promesses, only once en bas, et deuxièmement, transparence. Vous avez, vous, chaque citoyen, une transparence totale sur les échanges vous concernant parmi les entités fédérales. Et vous voyez à gauche, là, la X-Road, qui est justement ce channel d'échange sur lequel vous voyez tout ce qui se passe. Et ce qu'il y a de merveilleux, regardez ça, c'est que malgré que ça soit un tout petit État avec peu d'économie d'échelle, malgré qu'ils aient les services les meilleurs au monde, ce que vous voyez à droite, là, en termes de facilité de business, en termes d'éducation, etc., eh bien, le nombre d'Estoniens qui travaillent dans la fonction publique ou assimilée sont des chiffres européens, ça. Il y en a 2,2% contre 7,7% en France. Donc, si M. Macron tient sa promesse de nous offrir un État digital, eh ben, on ne devrait pas passer de 7,7 à 2,2, mais on devrait passer à moins de 2,2 puisqu'on a une économie d'échelle et qu'on est 68 millions d'habitants. Donc, vous voyez, il y a un vaste sujet là, et je crois que l'histoire des économies en termes de fonctionnaires, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est vraiment construire un tiers de confiance à État digital. Et pour ça, regardez en Estonie, on a beaucoup de témoignages sur notre site, mais c'est assez passionnant. Enfin, donc pour conclure et prendre vos questions, donc on a un problème de gouvernance globale et finalement, c'est une répétition pour le grand sujet global qui est la transition énergétique. Alors revenons à ce méga-trend de la détox. Hein, donc on s'est désintoxiqué de la mobilité, on a vu que le shopping avait un énorme impact sur notre société, comment on allait acheter. Je vous rappelle que le boom du e-commerce, que ce soit en France, en Chine, aux États-Unis, etc., est un vecteur très vertueux parce que jusqu'à présent, si vous voulez, il n'y avait pas les économies d'échelle pour avoir des livraisons vraiment efficaces en termes de réchauffement climatique. Mais à partir du moment où tout le monde commence à faire du e-shopping, eh bien, la tournée du livreur, elle devient vachement efficace et c'est beaucoup mieux que de laisser chacun prendre sa voiture pour aller au supermarché. Donc voilà, donc on est dans des phénomènes vertueux qui s'accélèrent. Bon, on a compris que prendre l'avion pour un oui, pour un non, un Marrakech ou une Réunion New York, ça va faire. Donc, quand vous écoutez compagnies aériennes qui disent retour à normal en 2020-2023, je crois que le retour à la normale dans l'aviation, c'est jamais. Okay, donc, on quitte ce monde. Moi, je crois que de mon vivant, dans les, j'espère, 20 ou 30 prochaines années, on ne retrouvera jamais le trafic qu'on a eu en 2019 en termes de kilomètres passagers. Voilà, donc le mode de formation hybride avec le travail à la maison, le travail à l'école, etc., ça commence. J'imagine que vous avez tous eu l'expérience avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc, si je vous avais dit il y a un an, on va avoir une pandémie et vous allez voir le corps enseignant, dans sa très vaste majorité, va se lancer dans l'enseignement à distance, vous m'aurez rionné en disant non, Bertrand, le mammouth, tu n'y penses pas. Bah si, en grande majorité, ils l'ont fait. Alors, c'est pas merveilleux, mais ils l'ont fait. Donc, signe d'espérance. Fin de la financiarisation de l'économie, je ne crois pas qu'on y soit, mais on commence à voir, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi le Bitcoin, voilà, qui depuis le mois de juin a été multiplié par 2 ou par 3. Donc là, on a un système dans lequel on balance du cash sans très bien savoir quelle est la fin du scénario. Donc voilà, on pense à autre chose. Bon, les inégalités, le réchauffement climatique, des crises migratoires. Donc, il faut peut-être désimpliquer de cette ancienne façon de gérer le monde. 17 objectifs de développement durable, ça commence à être beaucoup. Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite. Ça, c'est le gros changement où les jeunes générations ont dit non, plus de convaincre Dieu.
on convainc les jeunes et puis c'est les jeunes qui vont convaincre leurs parents. Voilà, donc la gouvernance mondiale, on l'a vu avec M. Trump, qu'il a perdu les élections, que son mouvement a disparu, tout le débat sur l'intelligence artificielle. Donc, bref, tout est lié. Donc, c'est ça la grande leçon de cette détox, de ce Covid. Donc, si vous regardez télétravail d'un côté, retour à l'économie circulaire de l'autre, transition énergétique du troisième, formation perpétuelle, vous arrivez toujours au même concept que tout est lié. Donc, il faut repenser bien tout ça, sa raison d'être. Bon, l'élément d'espoir, c'est que vaccin, succès technologique, je crois qu'on peut dire oui. Donc, en moins d'1 an, on a inventé surtout des nouveaux vaccins de nouvelle génération qui apparemment seraient plus efficaces que les anciens vaccins, comme le vaccin anglais, qui était basé sur l'ancienne technologie et qu'on a eu la mutation du virus. Donc, ça, c'est impressionnant. Il faut en faire un succès sur les usages, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se vaccinent. Donc, pour conclure, mon vœu pour 2021, c'est surtout retrouver la confiance, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Et je vous rappelle, la confiance, on l'a cassée quand même depuis pas mal d'années. Voilà, je suis prêt pour attendre vos questions. Alors, fil ou pas là? Non, vous n'avez pas mis dans le fil. Je ne t'entends pas, Patrick. Est-ce que tu m'entends? Non. Alors. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Super. Bon, on peut dire que ce séminaire, finalement, c'est une forme de confiance. Je ne t'entends plus là. Voilà. Alors, on va recommencer. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, super. Donc, je disais, ce séminaire, c'est une forme hybride entre présentiel et digital. C'est une forme hybride entre bureau et ville, et pour tous ceux qui sont chez eux et pas forcément en zone urbaine. Donc, est-ce que la confiance, c'est ça? C'est-à-dire apprendre à venir physiquement au cœur de Paris lorsqu'on en a envie et rester chez soi et bénéficier quelque part de quasiment la même chose quand on est à distance? Oui, tout à fait. Et ça nous a obligés à faire le constat qui était déjà là avant le confinement, avant le Covid. C'est-à-dire que le gouvernement français nous donne une identité physique avec une carte d'identité qu'on va chercher à la mairie. Et depuis 20 ans, on avait besoin d'une identité digitale pour être capable de dire oui, ben là, c'est bon, c'est vraiment Patrick Chassagne qui est à l'autre bout du fil. Il m'a dit OK par un email. Donc, voilà, l'État garantit que le contrat que j'ai signé avec lui vaut, et c'est ce que fait le gouvernement estonien. Donc, on a besoin de tiers de confiance du monde digital. Aujourd'hui, le rôle est pris par les GAFAM. Donc, on va voir combien de temps ça met pour casser ce monopole-là, avec les procès antitrust, avec l'initiative européenne. Mais il y a besoin de tiers de confiance digitale parce que on était déjà à 15-20% dans le digital, 80% dans le physique. Maintenant, on va aller peut-être plus vers un 50-50 hybride, mais il y a vraiment ce besoin-là. Très bien. Alors, on a une question de Jean-Christophe qui se lance. Bertrand, tu as commencé ton discours en montrant qu'il y a eu une grande accélération de la digitalisation. J'aime bien le parallèle qu'on peut faire avec ce qui s'est passé dans la crise des années 90, où finalement, du fait de la crise, du fait du non-recrutement dans les années 90, 91, 92 de jeunes diplômés, les organisations ont été obligées de passer au micro-ordinateur, de passer à la bureautique, et ça a été une accélération absolument incroyable à cette époque-là, qu'on a longtemps attribué au fait qu'il y avait des logiciels qui arrivaient, qui étaient plus faciles, mais qui est a priori surtout lié au fait qu'on en avait besoin. Donc, comment tu juges ce parallèle en fait entre ces deux crises et ces deux donc des crises dont on est sorti, mais effectivement avec un avantage? Oui, tout à fait.
je crois que c'est exactement de même nature, mais d'une amplitude beaucoup plus forte, parce que en 90, le micro-ordinateur, ok, on faisait des choses, mais on ne pouvait pas tout faire. Là, ce qu'on a essayé de montrer avec le bureau devenu obsolète, c'est on s'est rendu compte qu'on pouvait presque tout faire. Et c'est surtout le DG qui s'est rendu compte qu'on pouvait presque tout faire. Ah tiens, j'ai fait mes réunions à New York, j'ai fait ma réunion budget, j'ai fait mon assemblée générale, tout ça en Zoom, c'est génial, Zoom, et puis j'ai gagné du temps, c'est génial, c'est génial. Donc, quand on regarde, notamment au sein des EDC, on a fait des séances avec les dirigeants, surtout des PME, des ETI, qui se disaient moi j'ai besoin de retrouver mes gars, il faut qu'ils reviennent, etc. Et parfois, ils manipulaient des arguments à double tranchant en disant aux gars, bon, mais attendez, vous voulez pas revenir au bureau, télétravail, mais faites gaffe parce que télétravail, ça veut dire demain, tout le monde au Maroc, tout le monde à Madagascar. Okay. Donc, derrière cette phrase, il y a quoi? Il y a télétravail force tout le monde à partager l'information en digital. Donc, je peux envisager des nouveaux modes de fonctionnement. Et le BPO, le Business Process Outsourcing, qui a fait la gloire des Accenture, des Capgemini, etc., au cours des 20 ou 30 dernières années au sein des grands groupes, va devenir la règle générale au sein des PME, des ETI, où le patron de l'ETI dit bah oui, c'est vrai, mon comptable, je ne l'ai pas vu depuis 3 mois, mais finalement, s'il était à Madagascar ou au Maroc, ça me coûterait 10 fois moins cher et peut-être ça serait aussi bien. Voilà, donc il y a toutes ces accélérations de ces mouvements-là qui vont être colossaux. Et à l'inverse, revient en arrière en disant attention, et ça c'est le gros signal, attention, c'est pas parce que tu as fait ta réunion budget et que tu as pu avoir ton assemblée générale que tu as rempli toutes les mêmes fonctionnalités et toutes les mêmes attentes qu'il y avait avant quand tu faisais ta réunion budget en physique et ta réunion commerciale en physique, etc. etc. Donc il y a tous des manques qu'il faut savoir combler. Et de façon paradoxale, c'est ce que je vous disais, et mon avis c'est très important au niveau humain, c'est que c'est souvent les plus digitalisés qui ont perdu le plus de liens sociaux. Parce qu'ils avaient déjà des habitudes de travail très digitales. Leur seul lien social, c'était le contact physique au bureau. Et quand vous supprimez le bureau, ils n'ont plus ce contact physique. Et là, humainement, ça devient très, très dur. Et donc, ça veut dire que comme le bureau est obsolète, c'est pas demande-moi de revenir au bureau dans mon open space, ça n'a aucun sens. Mais on va faire des systèmes, des séminaires, des machins, des cafés pour se revoir en physique et non plus retourner à l'ancien bureau modèle 2019 qui est complètement obsolète. OK, une question et nous utilisons la box. Bonjour, merci pour tous ces éléments. Quand je vous écoute, en fait, j'en arrive à me dire, les boîtes vont se mettre non plus à faire des off-site, mais à faire des on-site. C'est intéressant. On se retrouve à dessiner une logique où il va falloir maintenir du social, mais puisque le bureau n'est plus un lieu de vie, le bureau va enfin pouvoir devenir un lieu où on est ensemble. Enchanté. Tout à fait. Et donc, on travaille au sein de Smart City, on travaille avec des foncières, etc. Et je discutais avec le patron d'une foncière qui me disait, finalement, j'ai compris tout ça, et maintenant, je demande à mes architectes, dis-moi là, le projet qu'on est en train de faire là, à l'autre bout de Paris, est-ce qu'il est covidable, ton immeuble? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait des ascenseurs 2 fois plus grands, des escaliers 2 fois plus grands, des salles de réunion beaucoup plus spacieuses? Est-ce qu'on a supprimé la moitié des bureaux pour en faire des trucs complètement différents? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que c'est ajustable? Et donc, j'aime tout à fait cette analogie du off-site. Alors, les entreprises ont très vite. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, la place de bureau, sans l'informatique, uniquement les mètres carrés avec le facility management, c'est 14 000 € par an et par employé. Donc, le patron, il se frotte les mains en disant « Génial, j'économise 14 000 €. » Oui, mais il faut les remettre ailleurs, et notamment pour recréer exactement des espaces de socialisation, des espaces où va falloir combler
ce manque de lien social. Mais je vous rappelle, si vous avez bien lu l'actualité là, avec la deuxième période de confinement, Total s'est fait taper sur les doigts parce qu'il demandait aux gens de venir au bureau. Donc les syndicats ont réagi, le ministre a tapé sur les doigts. Total a répondu oui, mais le lien social, le lien social, le lien social. Et le gouvernement a dit bah, tu vas trouver autre chose, mais je te tape sur les doigts. Quoi. Arrête de dire aux gens de venir au bureau. Et regardez ce déclic. Je ne sais pas, moi j'ai travaillé longtemps à la Défense. Il y a eu 3, 4, 5 initiatives depuis 30 ans pour dire aux employeurs de la Défense arrêtez de commencer tous à 8h30, 9h pour finir tous à 18h, parce que le métro, il ne peut pas. Ça n'a eu aucun effet. Et là, après 2 confinements, ça y est, c'est bon, là. Les gens, ils ont compris. Hein. Il n'y a aucun patron qui dit je veux que vous soyez là de 9h à 17h. Il n'y a plus personne qui dit ça. Parce que les employés, ils n'acceptent pas. Ok. On a une question de Florence en Zoom. Donc, Florence, on va essayer de te passer la parole. Et si tu veux, c'est à toi. Voilà, on m'entend? Parfaitement. Pas de bol, il y a mon téléphone qui vient de se mettre à sonner, mais c'est la synchronicité des événements. C'est pas grave. Bertrand, j'ai bien aimé d'abord, j'ai bien aimé votre présentation. J'ai bien aimé aussi que vous terminiez par les 17 valeurs là, du développement, les 17 objectifs du développement durable et que vous parliez de gouvernance et notamment de ce qui s'est passé en Estonie. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un transfert de gouvernance, je dirais, ou de tiers certificateurs des États vers les entreprises? Et est-ce que vous pensez que du coup, la gouvernance des entreprises, avec tous ces problèmes aujourd'hui de changement, de transformation digitale, de mobilité, etc., est-ce que vous pensez que la gouvernance des entreprises va être renforcée? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je crois que c'est le contraire. Il va y avoir un transfert de l'autorité vers les États. On va dire que les 30 ou 40 dernières années de globalisation ont affaibli les États avec tout le trend néolibéral. Et là, les 2 crises, 2008 et puis 2010, 2019, 2020, montrent à tout le monde que ce n'est pas possible. Quoi. Ce monde néolibéral n'est pas possible. Il faut retrouver une architecture système dans laquelle les États sont plus forts et fixent le cadre. Donc, même les Américains s'y mettent. Ils tombent à bras raccourcis sur les GAFAM en disant arrêtez, 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 c'est pas possible, c'est pas vous les maîtres du monde. Donc, ça, c'est très clair. Alors, en même temps, il y a un trend qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un trend de la juridification, je ne sais pas comment on dit, de l'économie. C'est-à-dire qu'on est dans une démocratie des juges. Okay, et donc, les juges sont devenus hyper puissants. Et donc, les juges, maintenant, commencent à attaquer les entreprises. La petite, ce n'est pas une anecdote, mais l'histoire du procès de Auchan, c'est majeur de chez majeur. Ça veut dire que demain, une entreprise qui affiche des valeurs et qui n'est pas capable de les incarner va se faire attaquer par des associations. Okay, c'est aussi simple que ça. Si dans vos valeurs, vous dites, moi, je suis pour le bien de la planète, le bien des hommes, etc., et que 15 jours plus tard, on retrouve vos logos dans une usine du Bangladesh qui vient de s'effondrer, vous allez être accusé, alors je ne sais pas si c'est en pénal ou pas, parce qu'une association aura porté plainte en disant vous avez trompé vos citoyens consommateurs. Et ça, c'est majeur de ces majeurs. Donc là, on n'est plus à faire du greenwashing en disant ouais, on va faire des trucs pour la planète, on est super gentil. Et puis ensuite, on voit que tu as construit une 3e runway à Heathrow. C'est quand même majeur. Hein. L'histoire de Heathrow, cette 3e piste de décollage, c'est un débat qui durait 40 ans. Le gouvernement Boris Johnson dit OK, on y va les gars. Il y a une petite assoce qui monte un dossier en disant monsieur le juge, ce n'est pas compatible avec l'engagement de l'Angleterre sur la COP21. Et le juge dit vous avez raison. Et le gouvernement anglais fait marche arrière, ne fait pas appel. Alors, il y a d'autres entités qui font appel, mais c'est majeur. Donc, nous, on lance cet avertissement aux entreprises en disant oui, vous devez faire votre raison d'être parce que tout est lié, d'accord? Mais faites vachement gaffe. Si vos valeurs, vous ne pouvez pas les incarner, vous ne savez pas les incarner, effacez-les tout de suite. Ne le faites pas.
Merci Bertrand. On a une question dans la salle de Corinne. Bonjour, j'aimerais savoir si selon vous, on va parler d'une génération Covid, donc pas les jeunes qui sont déjà en entreprise et qui ont déjà commencé leur activité professionnelle, mais tous ceux qui auraient dû rentrer en apprentissage, tous ceux qui auraient dû partir dans les restaurants, qui n'ont pas rouvert, tous ceux qui ont vu des stages interrompus au moment du confinement, etc. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là, selon vous? Comment ça... C'est simple, hein. La génération Covid, c'est exactement ceux qui ont 22-25 ans. Donc, ils sont nés en 98-2000. Donc, ils ont eu 10 ans en 2008, quand ils ont vu la première crise avec papa qui perd son boulot, le machin, le monde qui s'effondre, voilà. Et puis, on va sauver les banquiers. Et puis ensuite, ils ont connu les attentats, Charlie Hebdo, machin, pour arriver sur Covid à 22 ans, où j'ai envie de faire la fête, de voir les copains, et on me cloue à la maison comme Carlos Ghosn. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis j'arrive sur le marché du travail, et il dit non, il n'y a pas de marché du travail. Parce qu'on peut forcer les entreprises à ne pas licencier en disant chômage technique, etc. On ne peut pas les forcer à embaucher, c'est bien connu. Donc voilà, oui, c'est une génération très, 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 très dure. Donc ça va être... Greta Thunberg, voilà, donc il faut s'y habituer. Hein. Donc ça va être une révolution, une génération qui va se révolter, et à juste titre. Qu'avez-vous fait de notre monde, papa et grand-père? Donc moi, je me mets tout à fait là-dedans. Hein. Moi, je suis une génération post-68 art, et c'est nous qui avons fait ce monde, alors qui a bien servi, qui a permis de sortir des tâches de la pauvreté, etc. Mais là, on dit, bon, écoutez, vous avez optimisé votre supply chain tellement bien qu'on va en Chine tous les jours et on a chopé le virus chinois à toute vitesse et puis on a bousillé la planète. Donc les mecs, vous arrêtez, quoi. Et il n'y a personne qui peut nous dire, mais non, c'est un petit épiphénomène, on va faire des vaccins et on recommence comme en 14. Non, ça passe pas. Je ne crois pas qu'on recommence comme en 14. Prenez la couverture de The Economist du mois d'avril. Et ils appellent ça the 90% economy. Le retour à la normale, c'est moins 10%. Et nous, on l'a mesuré, on avait fait une intervention là-dessus. Vous pouviez très bien, en reprenant les 12 besoins vitaux, les 4 qui se sont arrêtés, vous faisiez un petit calcul au mois d'avril, c'était moins 20% de l'économie. Et les chiffres sont tombés au deuxième trimestre, on était à moins 18%, moins 20%. Et le retour à la normale, étant donné que vous utiliserez moins votre voiture, que vous iriez moins souvent à Marrakech, et que vous avez compris qu'on peut faire des très bonnes vacances en France et qu'on n'est pas obligé d'aller aux Maldives, ben ça, c'est moins 10%. Donc, le PIB normal, retour à la normale, c'est moins 10%. Maintenant, il faut réinventer. Alors, il faut peut-être laisser tomber le critère du PIB, ça certainement, mais ça, c'est un vaste débat. Voilà. Donc, moi, je suis convaincu qu'on commence une nouvelle ère. Hein. Voilà. Donc, il y a une nouvelle ère à construire. Donc, c'est pour ça que cette histoire de dire on va faire un retour vers l'économie circulaire qui n'est pas forcément une fin de la société de consommation, mais qui est plus la fin de la société du jetable. Mais mettons-nous ça dans la tête. Nous avons fait une société du jetable. Tout ce que nous avons fait ces 50 dernières années, c'est jetable. Ma voiture, ma maison, mon building. OK? Ben, voilà, au XIIe siècle, ils ont fait des cathédrales, voilà, etc. Ils ont fait des trucs qui n'étaient pas jetables. Nous faisons que du jetable. Donc, il faut peut-être arrêter, quoi. OK, merci infiniment.